Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bon, super. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Tipping Point. C'est un plaisir. De nous accueillir aussi pas très loin de chez toi. On est dans l'Isère, on a un beau paysage là face à nous, les montagnes. Comme tu le sais Olivier, avec Tipping Point, on a nous la volonté de pouvoir inspirer, de mettre en mouvement des leaders, des futurs leaders, des organisations, des équipes. L'objectif de cette mise en mouvement, c'est de faire ça au service du mieux et du faire ensemble. Avec toi ce matin, j'ai le sentiment qu'on va prendre un peu de hauteur, j'ai le sentiment qu'on va voyager, qu'on va aller dans des terrains parfois compliqués, sur des terrains peut-être parfois dangereux. Donc des conditions extrêmes, et ça tu nous en diras très certainement un peu plus. Des questions que moi je me pose par exemple, c'est comment est-ce qu'on passe de l'informatique et d'une carrière brillante dans l'informatique pour devenir explorateur en milieu extrême. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu apportes au monde ? Qu'est-ce que tu apportes aux organisations ? Bien évidemment décrypter tes tipping points, ce qui fait que tu es toi, Olivier, sous Dieu. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, Olivier, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Tu l'as dit, je m'appelle Olivier. Tiens, ça commence mal. Ça change tous les ans. Je suis né en 71, donc je dois avoir 49 ans. C'est vous dire comment je suis attaché à certaines choses. J'ai eu une double vie, mais il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet en informatique, essentiellement chez Capgemini. Et puis j'avais une passion pour la montagne lorsque j'étais en région parisienne. Et donc j'ai déménagé de Paris à Grenoble. T'es parisien d'origine ? Je suis né en région parisienne. D'accord. En banlieue ouest. Ensuite, j'ai fait une partie de mes études à Limoges, enfin une école d'ingénieur à Limoges. C'est là, on pourra y revenir si vous voulez. C'est là où je me suis vraiment mis à grimper. Pourtant, c'est pas exactement une terre de montagne. Je suis revenu à Paris. J'ai travaillé à Paris pendant 2 ans. Je passais mon vendredi soir dans le train de nuit pour venir en montagne le week-end. J'étais en montagne samedi, dimanche. Je reprenais le train de nuit. Je revenais à Paris. Lundi, je prenais une douche et j'allais travailler. Et puis, j'ai décidé que c'était plus simple de venir dans la région. Et D'accord. donc, voilà, je suis venu ici à côté de Grenoble. J'ai continué à travailler dans l'informatique chez Capgemini. Et puis la passion pour les activités de montagne m'a fait faire beaucoup de montagnes ici. Puis en Himalaya, où j'y suis allé la première fois en 2001 pour faire l'ascension d'un sommet d'un peu plus de 7000 mètres en équipe. Et puis comme ça m'avait beaucoup plu, j'y suis retourné goulûment pour traverser l'Himalaya intégralement à pied pendant 1 an. On pourra revenir sur ce sujet-là si vous le voulez aussi. Voilà. Et puis depuis, je me suis un peu diversifié en tout cas. Après avoir fait beaucoup de montagnes en Himalaya, j'ai découvert le Canada, où je fais maintenant l'hiver du ski tracté par cerf-volant sur la banquise. L'été, je fais du kayak tracté par cerf-volant ou tracté par une voile. Et je partage mon temps aujourd'hui entre vivre des expériences seules ou en groupe dans ces univers qui sont certains complexes ou imprévisibles. Mm-hmm. Et puis, ramener dans l'entreprise l'expérience qui vient de ce monde-là et accélérer la transformation des entreprises dans un monde qui a quasiment fusionné avec celui des expéditions. Voilà. D'accord. C'est mon activité aujourd'hui. L'entreprise nourrit l'expédition en la finançant et l'expédition nourrit l'entreprise à travers l'expérience. Ok, ça marche. Donc, tu fais cette école d'informatique à Limoges, c'est ça ? Tu démarres ta carrière chez Capgemini à Paris. Oui, je démarre d'abord chez Borland, un éditeur de logiciels. Ouais. Et puis 2 ans après, je pars pour Grenoble et Capgemini. Ouais.
Tu disais, pardon, peut-être qu'on reviendra on va revenir même sur ton parcours juste après. Moi, il y a une phrase que tu viens de dire, vivre ces expériences seul ou en groupe. Quand tu pars, c'est quoi la différence? Quand est-ce que tu choisis de partir seul? Pourquoi partir en groupe? J'imagine que c'est pas du tout la même chose dans ce que tu vas vivre, dans ce que tu en retires, dans les choses que tu ramènes après. Alors ça fait beaucoup de questions dans une question. Ouais. Je vais essayer de répondre en fonction de ma mémoire et relance-moi sur les autres sujets s'il y a besoin. D'abord, il y a une vraie richesse. D'abord, il y a une vraie richesse dans ces environnements-là. Il y a une richesse humaine, naturelle, de découverte de l'autre, de découverte de soi-même. On pourra revenir sur ça. Et ça, qu'on soit seul ou qu'on soit en groupe. Quand on est seul ou quand on est en groupe, après, il y a des richesses qui sont différentes. En groupe, il va y avoir ma relation à l'autre. Il va y avoir mon ressenti, mes pensées, mes vécus, face à l'événement, et puis ceux de la personne qui est avec moi. Et du coup, il y a une richesse aussi dans le fait que face au même événement, en fait, ça génère pas la même chose chez l'un et chez l'autre. Donc là, il y a un vrai apprentissage, une vraie possibilité d'apprendre plein de choses, et sur soi et sur l'autre, et sur les interactions humaines. Et quand on est deux, il y a ça, et puis quand on est 10, il y a ça, puissance, il y a autant de binômes qu'il peut y avoir dans le groupe. Après, pourquoi est-ce que je pars seul ou pourquoi est-ce que je pars en groupe et comment je choisis? Initialement, la première expédition, on était 10. J'avais jamais fait d'expé, je connaissais pas la très haute altitude. J'ai eu la chance que dans le club de montagne où j'étais, 2 ans après que je sois arrivé à Grenoble, soit organisé cette expé. Donc je me suis très vite inscrit dans je sais pas s'il faut dire les leaders de l'organisation, mais enfin très investi dans l'organisation. Et il se trouve qu'on était 10. Et il y a une vraie richesse là-dedans. En même temps, 10 personnes sur une montagne, ça commence à être un vrai collectif où il y a besoin d'un peu de structure et moi j'aime bien les esprits commando, quoi. J'aime bien ce qu'on avait prévu aujourd'hui, c'était de monter le camp à tel endroit, puis on est arrivé, puis on a commencé à déballer les tentes, les conditions météo changent et en fait il y a une fenêtre d'opportunité là pour les 2 heures qui viennent et en 10 minutes on a tout remballé, on est reparti et on saisit l'opportunité. Et du coup, quand il y a de l'inertie du groupe, ça me ramenait à ma gestion de projet chez Capgemini, tu vois, un projet de 10 personnes, un petit projet. Donc j'aime mieux les choses un petit peu plus légères, mais j'aime bien le collectif. Après, pourquoi seul? Parce qu'il y a aussi toute une autre richesse. Quand t'es seul et que ça se passe bien, ou quand t'es seul et que ça se passe mal, en tout cas, c'est pas. Tu peux toujours engueuler la nature, le vent, l'environnement. Comme dans l'entreprise, tu peux toujours, engueuler le fait qu'il y ait du Covid et que ça fait chier. Mais ça, ce sont juste des contraintes qu'il y a autour de toi. Et après, tout le reste, c'est toi. Donc, tu es dans une vérité vraie. Tu peux te raconter toutes les histoires du monde, mais n'empêche qu'au final, il y a que toi. Donc, il y a une autre profondeur. Et comme pour moi, vivre, c'est découvrir. Si je devais écrire le dictionnaire, pour moi, la définition de découvrir, je mettrais 2 points, vivre, point d'exclamation. Et qu'il y ait une richesse dans ces 2 domaines, seul ou en groupe. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux pour approfondir les deux. Quand tu dis, moi, en tout cas, quand je me dis on part seul comme ça en expédition, alors j'aimerais bien que tu nous donnes une définition de c'est quoi une expédition déjà, mais surtout, est-ce qu'il faut en avoir vécu plein en groupe d'abord? Est-ce qu'il faut avoir toutes les armes et être sûr? Parce que quand on est, j'imagine, en haut d'un sommet seul, il faut pouvoir... on compte justement que sur soi-même. Et tu vois, si on fait un peu le parallèle en entreprise, à partir de quand tu as le bagage nécessaire pour te lancer seul? Le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut savoir jusqu'où aller trop loin. Alors, si on démarre sur la définition d'une expédition... là, j'aurais pas 3 mots juste pour écrire le dictionnaire, mais pour moi, il y a la notion il y a une notion qui est mon périmètre de compétences et ma zone de confort.
qui sont deux choses qui peuvent être un peu différentes, puisqu'il y en a un qui est mes compétences réelles, et puis l'autre c'est la perception que j'ai de ces compétences. Et puis après il y a au-delà de ça, il y a une zone qui peut être rester confortable ou devenir plus inconfortable, qui est quand je commence à explorer en dehors de ce que je pense être mes limites, ma limite de compétences. Et pour moi l'expédition elle démarre là, elle démarre à cette limite là. C'est-à-dire qu'avant où je suis chez moi, où je suis en voyage, et c'est très bien. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais pour moi, l'expédition, elle commence quand il y a la question, est-ce que je suis capable de le faire ? Voilà. Si je suis capable de le faire, c'est du voyage ou c'est du projet. Quand il y a la question, est-ce que c'est possible dans l'absolu ou est-ce que c'est possible pour moi ? Pour moi, on rentre dans le domaine de l'expédition, dans le domaine de l'expérimentation, dans le domaine de la découverte. Et quand je pars traverser l'Himalaya à pied, je pars pour 1 an. Et en fait, je n'ai jamais fait du voyage itinérant, auto-organisé, dans un environnement comme celui-là. Et je ne sais pas si je vais pas simplement avoir une tendinite au bout de 2 semaines et que le voyage va s'arrêter au bout de 2 semaines, tu vois, même si j'ai fait des ascensions avant. Et donc, pour moi, il y a toute cette saveur de découvrir dans ce « est-ce que ». Voilà, c'est le point d'interrogation qui est important. Et là, à l'intérieur de toi, ça fait comment, là? T'es flippé, t'es excité, Ouais. C'est quoi un peu tous les sentiments qui te traversent? Tout à la fois. Il y a de la peur, il y a de l'excitation, il y a de l'envie, il y a, comment dire, quand je pars sur ce qui est un projet d'expédition, puis qui au final deviendra ou pas une expédition si je pars, et puis, une expédition effectuée ou qui est pas allée au bout au final. Dans toutes ces phases-là, ce qui démarre chez moi, en fait, ça démarre toujours par un rêve. C'est un truc qui est de l'ordre de l'inconscient, d'une vision, d'une envie, mais que je ressens. Des envies, j'en ai plein comme tout le monde, mais à un moment, il y en a une qui est viscérale, quoi. Et à partir de là, il va y avoir tout un travail de préparation et qui fait passer par un tas de phases, parce que d'abord, il y a le rêve et il est merveilleux. Avoir traversé l'Himalaya à pied, je suis archi nul en musique, en dessin, en art d'une façon, à peu près dans toutes les dimensions de l'art. Mais pour moi, prendre la carte du monde et puis regarder l'Himalaya et dire voilà, je suis parti de là et jusque là, et ça se voit sur la carte du monde et j'ai laissé aucune trace dans la nature, mais c'est juste un truc de moi envers moi. Je sais que ce trait virtuel, il existe. Parce que je l'ai fait, qu'il manque pas 1 centimètre. Voilà, ça a une vertu, ça a une valeur, ça m'inspire. Donc il y a au départ cette vision-là, et donc là c'est l'excitation, c'est super, c'est génial. Après, je regarde qu'est-ce qu'il faut pour le faire, et là je pleure parce que c'est trop long, parce que c'est trop difficile, parce que le voyage va durer au moins 1 an. Et que du coup il y a l'hiver dans l'année et que les écoles sont fermées et que il faudrait pouvoir être à 2 endroits simultanément parce que tu as 2 endroits où les cols peuvent pas être franchis en hiver mais qu'ils sont trop en altitude parce qu'ils sont trop en altitude mais ils sont pas côte à côte donc il faudrait être au début en étant en même temps à la fin parce que les équipements n'existent pas. Enfin quand on va faire de l'alpinisme même à très très haut niveau et puis je suis pas un grand alpiniste. En tout cas par rapport à un guide, je suis vraiment beaucoup plus quelqu'un d'ordinaire qui va dans des terrains qui sortent de l'ordinaire que un surhomme physiquement. Et quand on va faire de l'alpinisme même extrême, le matériel existe. Mais quand on part à 2 pour traverser l'Himalaya à pied pendant 1 an, et que tu pourras pas te ravitailler en route, qu'est-ce que tu mets dans ton sac à dos, quoi? On arrive à devoir faire des choix qui sont extrêmes. Je me souviens être allé au Vieux Campeur, pour pas le citer. Je regardais les tentes et donc je regardais des tentes 3 saisons, donc normalement qui étaient faites pour printemps, été, automne, mais pas pour l'hiver. L'hiver était déjà trop extrême pour ces tentes-là en France. Et c'était juste pour traverser l'Himalaya pendant 1 an à 2 dans une tente pour une personne. Voilà, donc il y a tous ces impossibles. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la maîtrise des risques. Je commence à préparer le projet, puis en fait, il y a une guerre civile au Népal. Et donc, en plus de traverser l'Himalaya, il va falloir traverser des zones qui sont des zones de guerre civile, dans lesquelles on sait qu'il y a des ponts qui ont sauté, qu'il n'y a pas de nourriture, mais l'information est pas fiable.
Et donc voilà, il y a tout le moment, mais un peu comme dans chaque projet, quoi. Il y a des phases où c'est plus compliqué. Et puis, et donc les ressentis, ils varient dans tout ça. Du découragement, maintenant que je l'ai fait, je sais que ça valait la peine de remettre le métier sur l'ouvrage quand tout est tombé par terre. Mais au moment où ça tombe par terre, on te dit, ah oui, en fait, on a oublié de te dire, en plus, il y a une guérilla. Voilà, et les touristes peuvent pas rentrer dans la zone. Et donc, si tu veux quand même faire ton projet, tu traverses une zone de guerre. Est-ce que je rejoue ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de réinvestir du temps dans ce projet-là plutôt que dans un autre? Et en même temps, il vivre très fort en moi. Donc, est-ce que j'y renonce? C'est ça, t'as l'énergie du rêve, c'est viscéral, donc de toute façon, tu t'arrêteras pas. Je dirais pas que de toute façon, tu t'arrêteras pas. Quand j'ai traversé l'Himalaya à pied, à la fin, j'ai fait des ascensions j'ai fait 3 ascensions à 5000, aux alentours de 5500 mètres en solo et 2 à plus de 6000 mètres en solo. Et il y a une autre ascension que j'ai tentée. Et puis, le niveau de qualité du rocher, parce que du coup, ça devenait de l'escalade, voilà, c'est de l'alpinisme, mais ça tournait à l'escalade. Le rocher était tout pourri. Et à un moment, est-ce que ça valait la peine de continuer à prendre ce niveau de risque-là par rapport à la gratification qu'il y aurait, qui était ce sommet-là, qui était très chouette, mais qui était juste un de plus parmi ceux que je pouvais faire autour. Et donc, il y a des renoncements. Il y a des renoncements. Donc, c'est pas... si le rêve te drive tellement fort que ça t'aveugle, t'es déjà mort, en fait. Si t'es pas lucide dans un environnement qui est un environnement qui peut être dangereux, et c'est la même chose dans le business, il y a plein d'opportunités. Quand on a une âme d'entrepreneur, il y a un feu intérieur, il y a un rêve, il y a quelque chose. Sinon, on n'est pas entrepreneur. Mais si on est entrepreneur tellement excité par son rêve que du coup, on voit plus d'un environnement économique, il y a des chances que le projet aille dans le bien. Donc il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Encore une fois, je reviens à il faut savoir jusqu'où aller trop loin. Et comment tu prends la décision? C'est quoi ton processus interne? Ok, là je continue ou et je prends le risque parce que je sens que je peux aller jusqu'au sommet, ou non, là je fais demi-tour. Comment est-ce que tu prends la décision de je traverse quand même le Népal, ou non, ça le risque n'en vaut pas la peine? Il y a deux. Je pense qu'il faut distinguer, dans mon expérience en tout cas, 2 types de situations différentes. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la préparation, ou du moment où tu es au calme, au camp, où tu peux être dans l'action, mais tu es au calme. Et puis, il y a les moments où là, tu es vraiment engagé dans l'action. Et où du coup, il y a de l'émotionnel, il y a d'autres choses qui vont se jouer. Alors, quand ma façon de faire, ce que je constate, je l'ai pas construite, je l'ai pas réfléchie, mais ce que je constate a posteriori, ma façon de faire quand je suis dans les moments de projection, que ce soit préparation d'expédition ou au camp avant une ascension, j'ai une espèce de grande balance virtuelle, et sur un plateau, je vais mettre tout ce qui est de l'ordre de combien ça me fait vibrer, ce que j'en attends d'épanouissement, de découverte, de plein les yeux, tout le positif, tout ce qui m'attire finalement, tout ce qui est attractif. Et puis dans l'autre plateau de cette balance virtuelle, je vais mettre tout ce qui est risque, tout ce qui est danger, tout ce qui peut mal se passer, tout ce qui pour moi ou pour d'autres, et puis à tout niveau, quoi. Financièrement, émotionnellement, dans toutes les dimensions. Et dans ma phase de préparation, le plateau négatif est toujours beaucoup plus lourd qu'un moment que l'autre. Donc après, je vais travailler avec une démarche d'approche de maîtrise des risques classique, identifier pas seulement les risques, mais surtout les facteurs de risque. Parce que les risques, on pourra pas les enlever. Le fait que quand tu partes en expé, tu puisses ne pas en revenir. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu peux pas arriver au risque 0. Par contre, tu peux identifier tout ce qui fait que tu pourrais ne pas revenir. Donc, il y a des questions de météo, d'équipement, de connaissance du terrain. Et ensuite, je vais regarder où sont les plus fortes probabilités que des événements que je souhaite pas voir survenir adviennent, où est la plus grande gravité si jamais ça advient. Et puis, sur la base du couple probabilité-gravité, je vais regarder qu'est-ce qui est le plus pénalisant
Et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre comme action face à ça pour réduire ou la probabilité ou la gravité ou les deux. Quelque chose d'assez rationnel finalement. Ouais, donc ça c'est vraiment une approche très rationnelle qui vise à alléger le plateau du négatif. Et puis donc là tu t'appuies sur ton expérience de chef de projet en informatique, puisque ça c'est vraiment oui, je m'appuie vraiment sur initialement en fait même quand j'organise quand je participe à l'organisation de l'Expé Imlunimal, donc c'était la première française sur ce sommet à 7000 mètres. Je m'appuie vraiment sur de la méthodo que j'utilise en maîtrise des risques ou autre dans mes projets informatiques. Et puis ensuite, des fois, je rééquilibre les plateaux, et puis des fois, le négatif pèse trop lourd, et donc il y a des projets que j'ai pas fait, que je ferai pas. Et puis il y en a d'autres qui peuvent sembler délirants au lieu de certains, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. C'est juste que pour moi, ça m'apporte quelque chose d'extraordinaire, même de monter en solo sur un sommet à 6000 mètres à la fin de la traversée de l'Himalaya. Et pour quelqu'un d'autre, ça apporterait pas autant, voire pas grand-chose. Et donc, si le niveau de risque étant le même, ou plus important si la personne n'a pas d'expérience, du coup, ça n'a pas de sens pour elle. Et c'est parfaitement respectable. Et ça a du sens pour moi. Et c'est parfaitement respectable aussi. Donc ça, c'est vraiment l'espèce de truc intellectuel ou le processus long qui se fait en projection. Et après, il y a quand je suis dans l'action. Et là, dans l'action, il peut y avoir tout et n'importe quoi. J'aimerais bien pouvoir continuer à m'entretenir l'illusion que je suis aussi rationnel, posé, etc. Mais la réalité, c'est que j'ai fait des conneries qui auraient pu, qui auraient pu mettre ma vie en jeu, qui ont mis ma vie en jeu, et où ça aurait pu mal se finir, parce que le niveau de stress était tellement important que je m'engage dans une traversée d'un torrent. Où j'ai de l'eau jusqu'à la taille quand je suis en train de traverser l'Himalaya, que la température extérieure est négative, et que j'ai failli partir dans le torrent simplement parce que ça faisait plusieurs jours que nos réserves nos réserves diminuaient, que on n'ait pas de point de retour possible et qu'il fallait traverser, mais du coup il fallait traverser. J'avais plus la lucidité pour observer exactement tout ce qu'il y avait autour, où je tirais des conclusions excessives, dans le sens où j'étais venu l'hiver précédent traverser des torrents au moins aussi profonds, au moins aussi larges, et quand il faisait moins 25. Donc j'avais déjà une expérience de ça. Mais sauf que j'avais pas identifié que l'hiver j'avais traversé des torrents qui étaient plutôt des espèces de petites rivières, et que là, c'était un torrent de montagne, que c'était plus pentu, que l'eau déséquilibrait beaucoup plus. Donc, il y avait un autre paramètre, en fait, que j'avais pas dans mes radars. Et si j'avais été lucide, peut-être que je l'aurais capté, et en étant pas lucide, je l'ai pas capté. Là, pourquoi t'es pas lucide ? Là, je suis pas lucide parce que on est parti avec une dizaine de jours de nourriture. Je sais pas te dire combien il restait, mais on avait peut-être consommé 6 jours de nourriture. Donc, on avait plus assez pour revenir au dernier village. Et donc il fallait rejoindre un village quelque part, et on est pendant la traversée de l'Himalaya à pied, on est à la fonte des neiges, donc les niveaux de torrent sont hauts, et donc je ne peux pas revenir en arrière, j'aurais pas assez de nourriture pour revenir en arrière, je dois aller en avant, mais je vois qu'il y a des torrents, et je sais que c'est difficile de les traverser, et je vois qu'il y en a de plus en plus. Donc voilà, je suis dans un espèce de truc où la vie est en jeu, où t'es à un point de non-retour. Il faudra que ça passe. Mais il faudra que ça passe. Quand ta vie est en jeu, t'es pas dans le grand confort. Ouais, c'est certain. Et en débriefing, l'analyse que t'en fais, est-ce que tu aurais fait des choses différemment quand tu retrouves ta lucidité ? J'imagine que là, à la fin d'une période comme ça, tu te fais un débriefing. Oui, c'est ce qui s'est passé. En fait, je vais donner un petit peu plus de détails. Du coup, on arrive sur un premier torrent. Je sens que ça va être très difficile. Je fais un truc qui est censé, c'est d'essayer de mesurer. D'abord, on va traverser là où le torrent est le plus large, parce que du coup, il y aura moins de profondeur d'eau. Et ensuite, je fais un autre truc qui est censé, c'est d'essayer de mesurer la profondeur d'eau. Et pour ça, on a un outil de mesure qui est le galet. Tu jettes le galet, ça fait plouf. Et plus le plouf est grave, plus ça veut dire que c'est profond.
On essaiera la prochaine fois. Voilà. Donc, retenez bien le plouf. Donc avec ça, jusque-là, tout va bien. Et donc, on choisit, on va dire, ce qui nous semble être la meilleure trajectoire pour traverser le premier torrent. Je traverse le torrent, j'ai des grandes difficultés, vraiment grandes difficultés, et surtout, on n'a pas une corde d'escalade, on a un petit bout de corde quand même avec nous. Et anticipant pas la difficulté, je suis parti sans la corde. Bon, donc du coup, voilà, je me débrouille avec ça, c'est pas malin, mais on va dire c'est une erreur de jeunesse, d'incompétence. Donc j'arrive de l'autre côté, et puis Carole qui a un sac plus léger que moi et qui est plus petite que moi, je vois bien la grande dangerosité, donc je laisse mon sac, je retraverse, cette fois-ci je prends la corde, Carole se met un bout de la corde, moi de l'autre bout, je traverse le torrent, et ensuite Carole traverse assurée par la corde. Voilà, on est trempé, machin, mais ça se passe bien. On repart, et quelques heures après, on arrive sur un autre torrent qui est au moins aussi large, au moins aussi profond, et on le sait avant de partir. Et ce que je fais, c'est que, à nouveau, je suis dans une forme de conditionnement où je sais qu'il va falloir mettre 200% de mon énergie pour combattre le déséquilibre de l'eau, le froid, etc. Et je pars, je traverse, je pose mon sac. Je reviens, je retraverse, je m'encorde, je retraverse, Carole traverse assurée par la corde, et heureusement qu'il y avait de la corde, parce qu'elle est emportée sous l'eau, et c'est en tirant sur la corde que je la ramène sur le bord, dans un contexte où, quand tu sors de l'eau, si tu laisses tes pieds 20 secondes sur une pierre, en fait, si tu lèves le pied, tu lèves la pierre, parce que il fait tellement froid que la pellicule d'eau a gelé entre les deux. Donc on rhabille Carole aussi vite que possible. Elle repart marcher tout de suite. Je finis de faire son sac. Voilà, donc il y a des choses qui sont posées dans la situation. Et puis ça dure comme ça 2-3 jours. Et puis au final, on finit par arriver quelque part où on retrouve des bergers, de la nourriture. On se pose, on passe 24 heures. Voilà, et la pression redescend. Et si on m'avait demandé, même après le deuxième torrent, si j'avais bien agi, j'aurais dit que ça avait été chaud au sens pas de la température de l'eau, mais de la situation, qu'il a fallu se battre, etc., mais qu'on a bien agi. Et avec le recul, 24 heures après avoir enfin pu retrouver de la lucidité, je me pose une question toute simple, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas pris de corde lorsque j'ai traversé le premier torrent? Donc ça, je comprends. J'avais identifié que c'était la même chose que ceux que j'avais testés l'hiver précédent, et c'était pas le cas. Bon, c'est de l'incompétence. Alors, quand ta vie se joue sur la compétence, être incompétent, c'est un peu embêtant. Mais ça s'explique. Mais pourquoi 3 heures après, j'arrive sur un autre torrent, une même configuration, j'identifie que ça va être au moins aussi difficile que la première fois, et je traverse sans prendre la corde. Ah, pourquoi je fais ça? Et ça, effectivement, ça vient au moment, dans une forme de lucidité qui revient, de débriefing, de discussion, et l'explication que j'en ai a posteriori, c'est que je suis tellement dans une forme de survie mentale, et je sais déjà toute l'énergie qu'il va falloir mettre pour traverser ce deuxième torrent, que si tu dois mettre 90% de ton énergie dans ton muscle pour faire l'action que tu dois faire, bah, il te reste tout le reste pour être intelligent. Voilà. Et donc il y a eu des moments comme ça pendant les expéditions, et qui font donc que toute la belle théorie de réduction des risques, etc., oui, bien sûr. Et puis en même temps, il y a des moments d'intensité qui sont tels que c'est de l'émotion, ou que c'est quasiment du cerveau primaire qui va prendre le dessus. Mmh. Et là, le parallèle avec l'entrepreneuriat moi, me semble hyper intéressant. Est-ce que, je sais pas, toi, Romain, quand tu as créé Link Value, est-ce que vraiment au moment où tu te dis avec Thibaut, ça y est, on se lance, est-ce que tu pars en expédition? Est-ce que tu ressens ça? Tu m'as souvent dit, en fait, on met tout, on y va, on met tout dedans. Est-ce qu'on devient moins lucide? Et pareil, on peut traverser une rivière sans prendre la corde? Ouais, nous, au moment, en fait, entre le moment où on s'est dit qu'on lançait quelque chose et où on a lancé quelque chose, on a eu cette phase, effectivement, de préparation, un peu comme tu le décris, Olivier, où on a rencontré les entrepreneurs, on a posé un business plan, on a réfléchi au financement, à l'idée, au projet, au business model, etc., etc. Et puis un jour, on y va. Et en fait, on se rassure en se disant, un peu comme un musicien, on a répété nos gammes,
on connaît toute la théorie par cœur, mais quand il s'agit de monter sur scène et de faire le concert, bah là on a parfois nos gammes qui nous rattrapent, et puis bah parfois c'est un peu exactement ce que tu décris, Olivier, c'est un peu ce sentiment de survie où tu te dis non mais là j'ai une situation qui est hyper compliquée, les gammes je les connais, je me fais confiance et j'y vais. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Dans l'entrepreneuriat, on joue quand même un peu moins sa vie que là sur ce que tu nous décris. En tout cas, on est moins en situation de danger. Mais donc oui, il y a toujours ce temps de préparation, de réflexion, une forme. On essaie de poser des éléments qu'on va essayer de maîtriser. A posteriori, on peut faire l'analyse. Le business plan, on l'a jamais respecté. Donc le plan de bataille, voilà, il était posé, mais c'était aussi une forme de réassurance pour nous, pour répéter nos compétences. Et puis après, on a appris, quoi, parce qu'on n'était pas chef d'entreprise auparavant, donc on a appris à traverser les torrents au moment où nous on s'est retrouvés face aux torrents, quoi. Moi aussi. Chacun dans son monde, mais moi aussi, c'est devant le torrent que j'ai appris à traverser le torrent. Il me semble qu'il y a quelque chose là, qui a un point clé sur ce sujet-là, qui est que si je ne prépare pas, je pars pas. Enfin, voilà, si je pars les mains dans les poches sans aucune réflexion, etc., je mets pas tous les atouts de mon côté. Mais ce que je constate aussi dans beaucoup d'organisations, c'est que du coup, on essaye d'imaginer tous les possibles pour avoir des réponses. Voilà, donc, s'il se passe ça, on fera ça. S'il y a ça, et puis là, on va mettre une alarme, puis au seuil de déclenchement, etc. Et en fait, on est dans de la projection de quelque chose de déterministe. Et ça marche bien dans un monde simple, dans un environnement simple ou dans un environnement compliqué. Mais l'environnement de l'entreprise, pour moi, il était rarement simple et en général compliqué, et c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est rarement compliqué et en général complexe. Et face à du complexe, en fait, le déterministe touche toujours des limites, enfin très très souvent des limites, parce que on sort notre algorithme, notre raisonnement, etc., et on tombe toujours dans la case exception, parce qu'on est sur des combinaisons d'événements qui n'ont pas été prévus, et si on essaye de les prévoir toutes, on fait un plan qualité qui fait 200 000 tonnes et qui est inutilisable. Et j'attire l'attention sur le fait de s'armer à la fois à ces techniques de projection, de maîtrise des risques que je citais tout à l'heure, ou de business plan, ou de projection, mais à se former tout autant à la capacité d'observation, de réaction, d'adaptation sous stress, hors stress, sous stress modéré, sous stress fort, être capable de faire face à la surprise aussi, qui est un truc très... on a un élément de surprise là et ça peut être très déstabilisant. Et plus on s'entraîne à prévoir, planifier, etc. dans du déterministe, plus on développe cette capacité-là, mais plus d'une certaine façon, on handicape notre capacité de réaction et de notre capacité à inventer ensemble la solution en sortant des scénarios. Donc il faut... il me semble que dans l'entreprise, on a vraiment besoin d'une forme d'équilibrage entre les deux, et qu'il y a un des deux sujets qui est beaucoup plus adressé que l'autre, là où l'autre prend une importance de plus en plus importante. Enfin, oui, c'est... Et comment tu te formes justement à l'adaptabilité Tu te confrontes à ça. Alors au départ, tu vas pas démarrer par un truc extrême, mais encore une fois, vivre c'est découvrir. Donc où est ma limite et quel est le petit pas supplémentaire que je peux faire derrière. Et donc, typiquement dans l'entreprise, je sais rien, que ce soit dans l'armée, chez les pompiers, dans ces corps d'État, on va confronter des gens à des scénarios qui ont été prévus, pour être des scénarios atypiques ou déstabilisants. Et du coup, ils vont réagir, ils vont faire ce qu'ils peuvent sur la base de leurs acquis. S'ils savent pas jouer du tout de musique, ça va pas se passer très bien. S'ils ont déjà fait des gammes, ça va aller mieux. Mais c'est pas forcément suffisant comme solution. Et puis on va débriefer par rapport à cette expérience. Qu'est-ce qui a contribué on a réussi au final l'expérience, on atteint l'objectif ou pas, mais c'est à la limite secondaire. C'est qu'est-ce qui dans cette expérience nous a contribué à nous permettre d'atteindre cet objectif, ou qu'est-ce qui au contraire nous a handicapé.
Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit sur nos pratiques, nos postures, nos gestions d'émotions, voilà, pour le futur. Et donc, pour moi, l'idée, c'est de se confronter à ce type de situation de façon récurrente, et on peut pousser le curseur un petit peu plus loin à chaque fois. Le nous, en fait, il m'intéresse beaucoup. Je sais pas si je te l'ai dit, Olivier, j'ai testé 2 sommets. Le premier étant le Kilimandjaro, et pour moi, c'était, on est quasiment à 6000 mètres, donc je savais pas du tout si on pourrait ou pas, et si j'étais capable d'aller. Quand on n'a jamais fait du tout de haute montagne, c'est toujours impressionnant. Et en fait, le dernier jour, donc après 5 ou 6 jours de marche, le moment où on est arrivé à un peu moins de 5000, 4008, et donc on a la dernière ascension de nuit. On était 4 amis à devoir faire la dernière, la grosse, et puis on est là pour ça, hein, quand on part pour atteindre le sommet, on a envie d'aller au sommet. Et le sujet sous la tente à 11h45 avant de partir, c'est qu'est-ce qu'on fait si l'un de nous n'est pas capable d'aller au bout? Est-ce qu'il redescend avec une des personnes qui nous accompagnait et c'est OK, les 3 autres, s'ils sont capables, ils y vont? Est-ce qu'on redescend tous ensemble parce qu'on veut pas le laisser, ça veut dire qu'il va mal, et donc on va pas le laisser tout seul redescendre avec quelqu'un qu'on connaît pas tellement. Et en fait, on a eu énormément de discussions parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Il y en avait c'était on y va tous ensemble ou on n'y va pas. D'autres qui disaient non, moi si jamais je vais pas bien, je veux pas que vous abandonniez le sommet pour moi. Et ça a été vraiment des discussions intenses, et je suis pas sûre qu'on soit même partis en étant tous d'accord. Et heureusement, on a tous réussi, mais je ne sais vraiment pas ce qui se serait passé si on réussissait pas tous les 4. Et tu vois, dans ce nous, et pareil, dans le parallèle avec l'entreprise, c'est à quel point, moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton point de vue. Le nous et le collectif, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête quand on a cet objectif, quand on a posé aussi l'objectif. Est-ce que toi, tu vas au sommet si tu es capable d'aller au sommet, si ton partenaire ou tes partenaires peuvent pas? Comment est-ce que tu prépares ça? Alors, comment je ressens ça? Bon, déjà, l'Himalaya, c'est plus simple parce qu'il y a des crevasses. Donc, si quelqu'un avance pas, tu le pousses dedans. C'est à ça que servent les crevasses. Le Kilimandjaro, il y en a pas. Voilà, il y en a pas. Ouais. Donc, ça, c'est un vrai problème majeur. Je vois pas de réponse absolue. Au-delà de la blague, je vois pas de réponse absolue. Mon repère, c'est la raison d'être. C'est qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble dans ce projet-là. C'est du coup, au-delà de qu'est-ce qu'on a à faire, c'est le pourquoi, en 2 mots, on le fait. Quelle est la contribution qu'on veut apporter à travers ça? Qu'est-ce qui manquerait au monde si on n'était pas là et si on faisait pas ce truc-là? Ou au minima, qu'est-ce qui manquerait à notre monde? Donc le nous au sens du périmètre de notre collectif. Et après, en fonction de la raison d'être, ça va amener telle ou telle réponse. En tout cas, ça va amener, ça va nous donner un repère pour trouver une réponse individuellement et collectivement. Ça me semblerait inacceptable que sur un sommet en très haute altitude, si quelqu'un, je sais pas, a des signes de mal des montagnes, les autres lui proposent de redescendre ou lui imposent de redescendre, et que tout le monde continue vers le sommet sans s'occuper du risque de santé qu'il peut y avoir sur cette personne-là. Après, est-ce que tout le monde doit redescendre ou est-ce que une personne doit redescendre avec lui? Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de l'autonomie, ça va dépendre des règles qu'on s'est données. Et si notre raison d'être, c'est, j'en sais rien, de faire un film qui montre que on peut tout réussir ensemble, mais que c'est ensemble qu'on réussit tout, ça induit quelque chose par rapport à si notre raison d'être, c'est de démontrer qu'on a les plus gros bras que le pays d'à côté et qu'on va être capable de planter le drapeau à plus de 8000 avant le voisin. Tu vois, ce qu'étaient les expéditions, Annapurna, premier 8000, cette époque-là, c'était pas une histoire pour les participants, pour une bonne partie des participants, c'était une histoire d'alpiniste. Mais véritablement, c'était une histoire d'État et de guerre et de montrer les gros muscles autrement qu'en se balançant des missiles à la figure, avec une organisation paramilitaire, etc. Donc du coup, la raison d'être étant pas la même, sur une expé comme l'Annapurna, on accepte qu'il y ait de sacrifier des soldats sur le champ de bataille. Voilà. Et on a un Lachenal qui dit moi j'ai suivi alors que je l'ai fait pour Herzog.
voilà, par loyauté, mais sinon je l'aurais pas fait. Et pourquoi c'est Herzog qui a été choisi pour y aller, alors que c'était pas forcément lui le mieux placé pour le faire? C'est parce que au niveau de l'État français, on considérait que il ne reculerait pas quoi qu'il arrive. Donc il va réussir ou il va mourir. Mais c'est pas très important. L'important, c'est de se donner toutes les chances de réussir. Donc forcément, avec une raison d'être qui est celle-là, ça va pas donner la même chose que dans ton expédition au Kilimanjaro. Mais après, ça reste toujours des choix éthiques, des choix personnels. Enfin, ce sont des sujets complexes et importants à aborder. Et je dirais même idéalement aborder avant 11h45 pour un départ à minuit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est que la discussion sur la raison d'être, tu dois l'avoir bien avant l'expédition et pas 2 heures avant de partir. Ouais. Et nous, en fait, avant d'avoir vraiment on part dans un quart d'heure, ça nous avait même pas traversé l'esprit. Alors, on est dans un contexte très amical, mais c'est vrai que cette question, là, face au mur. Ouais. Et puis, oui, on est dans un contexte très amical, mais si je reprends l'expédition Im Lung-Imal, donc la première, j'avais pas d'expérience d'expédition. La raison, enfin, on était tous soudés par le fait qu'on voulait atteindre le sommet, et donc on était très clair sur l'objectif projet, mais on est passé à côté de l'essentiel, à savoir quelles sont les motivations intrinsèques des uns et des autres pour faire ressortir la raison d'être collective. Et du coup, cette expédition part avec des gens qui sont pas des amis intimes, mais qui se connaissent tous. Enfin, tout le monde connaît la majorité des autres participants dans le cadre du club de montagne. Il y a plein d'entraînements avant de partir. On était déjà très bons en montagne. Hein. Parmi les participants, tout le monde était soit instructeur CAF ou FFME, soit avait déjà gravi au moins un sommet de très haute altitude. Donc en termes de compétences, voilà, on n'est sûrement pas les plus forts du monde, mais on est vraiment une bonne équipe, contrairement avec l'expédition des soirs des entendants, par exemple, qui est vue après. 100% de ceux qui ont voulu atteindre le sommet ont atteint le sommet. Un sommet, je le rappelle, qui a été gravi une seule fois par des Japonais. Ensuite, 2 expéditions composées de guides, personne ne va au sommet. Et puis ensuite, nous, on arrive, on espérait qu'au moins une personne puisse atteindre le sommet. Et 100% de ceux qui ont voulu atteindre le sommet l'ont atteint, c'est-à-dire 9 personnes sur 10. C'est quoi le nom du sommet, pour rappel? Im Lung-Imal. D'accord. C'est juste à la frontière entre le Népal et le Tibet. Donc, réussite projet extraordinaire. Donc, on peut imaginer un truc, voilà, une méga ambiance au retour. La réalité, c'est qu'au retour, la majorité des membres de ce groupe-là ont pris une décision toute simple, ferme et définitive, qui est de ne plus jamais rien faire à qui que ce soit de ce groupe. Pourquoi ? Parce que il y a eu des phénomènes récurrents de tension sur place, liés au fait que la raison d'être n'avait pas été élaborée, qu'il y avait... je vais beaucoup simplifier, mais il y avait des gens qui étaient partis pour du dépassement de soi. Donc pour eux, la réussite de l'expédition se mesurait au fait soit d'avoir atteint le sommet, soit en tout cas d'avoir tout tenté pour atteindre le sommet, tant que c'était raisonnable en termes de sécurité. Il ne s'agissait pas d'accepter un mort pour ça. Mais si on n'atteignait pas le sommet parce qu'à un moment c'était difficile, puis qu'on n'avait pas eu le courage, ou qu'il y avait une carte à jouer, puis on n'y avait pas pensé que c'est pour ça qu'on n'avait pas atteint le sommet, ça c'était pas possible pour eux. Donc, voilà, repousser des limites. Et puis il y avait des gens qui étaient partis pour se faire plaisir avant tout dans cette nature extraordinaire. Et puis si on atteignait le sommet, c'était la cerise sur le gâteau, c'était super. Et quand tu dis il y avait des gens là c'était les motivations personnelles, intrinsèques. Des membres de l'équipe. Des membres de l'équipe, ouais. Donc les motivations intrinsèques non identifiées, ou non identifiées a priori, mais identifiées a posteriori du coup dans l'action, des membres de l'équipe. Et ça, vous l'aviez partagé ? Chacun avait dit, moi, je vais aller au bout. Non, mais on était encore une fois première expérience, première expé, et on était des bourrins, quoi. Première entreprise. Ouais, exactement. On est une bande de potes, on a une compétence j'en sais rien moi, de développement, d'assemblage, de machin. On a une idée de business. Ok, on part ensemble, ça va être super. Il y a des ingrédients nécessaires. Mais il n'y a aucune garantie que le truc va bien se passer. Parce que pourquoi est-ce qu'on part ensemble ? C'est un moment, c'est pas seulement d'assembler des compétences. Les difficultés de l'association, du projet. Bien sûr. Au-delà de la compétence, au-delà de... Oui, de la finalité. Là, on a 2 choix. Il y a celui-là, il rapporte plus. Mais l'autre, il permet je sais pas quoi, un truc qui est plus humain ou plus... mais on va gagner moins. Est-ce qu'au départ, on était parti pour la même chose
Et donc dans cette expé-là, du coup, il y a X moments où du coup il y a des tensions et des tensions extrêmement violentes et dans la récurrence de ces tensions, plus le fait que le responsable d'expédition a décidé qu'il saignait le permis d'ascension, mais que derrière tout le monde était des adultes autonomes sur la montagne, donc il gérait rien, et ça, il a parfaitement bien rempli cet aspect-là de managérial, de rien gérer. Voilà, au final, ça fait une explosion. Donc une réussite projet extraordinaire. 9 sur 10. Et un fiasco humain. Parce que derrière, on décide de se désunir complètement et on ne travaillera plus jamais ensemble, on ne fera plus jamais d'expérience. Exactement. Et c'est quoi là le rôle du manager que toi tu attends pour amener toute l'équipe au sommet ou en tout cas amener l'équipe le plus loin possible? Moi, j'attends pas du manager qui amène toute l'équipe au sommet, mais qui l'amène chacun aussi loin que la personne est à la fois capable et a envie d'aller. Mais pour moi, le rôle essentiel du manager, il est de faire émerger la raison d'être. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'expédition des Montagnes du Silence, avant même d'être dans le détail d'une expédition, de quelle équipe, etc. Ils ont travaillé ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on voulait apporter au monde. Quand tu dis ils, juste pour nous redonner un peu de contexte sur cette expédition-là. Alors, les Montagnes du Silence, c'est une association de sourds qui est à Bourg-Saint-Maurice, pas très loin d'ici en Savoie, et qui pose des ponts entre le monde des sourds et le monde des entendants à travers les activités de montagne. Et donc, ils ont fait une expédition en Géorgie du Sud, ils en ont fait une autre au Spitzberg, donc petite île à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. Avec une équipe mixte, 50% de l'équipe sont des sourds et 50% sont des entendants. Et la finalité de l'expédition, en fait, c'est de faire un film qui démontre qu'entre sourds et entendants, on peut s'enrichir de la culture de l'autre, que on peut tout assumer exactement au même niveau pourvu qu'on ait le même niveau d'information et de formation, et à travers ça, donner des clés au monde de l'entreprise pour faciliter l'intégration du handicap dans l'entreprise. Et Dieu sait si on est en retard sur le sujet en France. Donc voilà, c'est ça qui est ressorti au final des différentes discussions. Et comment est-ce qu'ils font ça? Ils font ça à travers une expédition et où? Au Spitzberg. Voilà. Et d'ailleurs, le comparatif entre ces deux expéditions, c'est dont je vous parlais, le Imlung-Nimal, équipe super compétente, projet super réussi, mais fiasco humain, donc il n'y aura plus jamais de projet derrière. Puis la comparaison avec l'équipe des sourds et ce qui s'est passé avec des gens beaucoup moins compétents, mais une réussite extraordinaire du fait de la raison d'être. J'en ai fait un TEDx. Donc ça, si ça intéresse les auditeurs, il suffit de faire TEDx sous Dieu, mon nom. On mettra le lien. Oui. Ouais, voilà. Donc, je rentre plus dans le détail du coup sur la mécanique et sur les questions qu'on s'est posées. Mais fondamentalement, ce qui a fait la différence, c'est est-ce qu'on s'est occupé suffisamment ou pas de la raison d'être. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par quoi est-ce qu'on a commencé en termes de questionnement. Dans la première expédition, on s'est posé la question le projet, c'est quoi? Les compétences, c'est quoi? Et comment on va faire? Voilà. Et on n'est pas monté au-dessus. On a démarré par ces trucs très terre à terre et on n'est pas monté au-dessus. Parce que ce sont deux erreurs. L'expédition avec les sourds, il commence par le pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Et après, comment est-ce qu'on va faire? Donc, pourquoi? Pour faire le film qui permet l'intégration de handicap, etc. Et maintenant qu'on est tous unis par ça, comment on va faire à travers une expédition et où au Spitzberg? Et là aussi, si on est entrepreneur, si on est manager, si on est leader de quelque chose, les questions qu'on va se poser à soi et puis collectivement, au collectif, et l'ordre dans lequel on va se poser ces questions va faire toute la différence. Et moi, on me demande souvent si les difficultés, ça crée du lien entre les personnes, ça fait exploser la cohésion des collectifs, etc. Et ma réponse, c'est aussi bien l'un que l'autre, et puissance 10. Ça va démultiplier puissance 10 la tendance qui était préexistante dans l'équipe. Donc si la raison d'être n'est pas suffisamment présente, ça a donné de la politique, de l'ego, du repli sur soi, sous la peur, du quitter le navire, du sabotage. Si la raison d'être est là, qu'elle est noble, incarnée et que les gens l'ont dans les tripes, ça va donner de la créativité, de la solution et on va sortir encore plus soudé au final et encore plus compétent de la situation difficile qu'on a traversée.
Comment est-ce que tu fais verbaliser ou fais s'exprimer les motivations individuelles, conscientes et inconscientes, de chacun? Eh bien, je débarque à la machine à café avec un micro, je le glisse sous les yeux, sous le nez des personnes, je le colle à 2 cm, je dis quelle est ta raison d'être. Non, c'est une vraie question parce que ça vient toucher au soi profond, donc un peu au domaine de l'intime. Alors le domaine de l'intime, suivant les cultures de l'entreprise, ça peut être un truc voilà, accessible et c'est super dans plein d'entreprises. Et puis aussi un truc qui est complètement hors cadre, voire qu'on doit en rester à distance dans d'autres cultures. En tout cas, le type de question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui t'excite là-dedans, quoi. Pourquoi tu te lèves le matin? Ouais, c'est ça. Enfin, pourquoi tu te lèves le matin en lien avec ce projet-là? Enfin, en quoi ce projet-là va te donner envie de te lever le matin, ou tu fais partie de ce projet-là, tu te lèves le matin et tu viens dedans, et le matin, qu'est-ce qui t'excite pour venir, ou à l'inverse, qu'est-ce qui te gonfle, quoi. Et après, il y a un travail d'identification des valeurs du projet. Donc, quand je dis les valeurs, c'est quoi qu'on fasse, il y a des valeurs qui ressortent de nos actes. Que j'en sais rien, que je travaille chez MSF ou que je sois vendeur de drogue, dans tous les cas, il y a des valeurs qui sont associées à mes actes. Et donc, déjà, si on se pose un moment pour voir quelles sont les valeurs qu'on retrouve dans ce projet, dans cette ambition commune, on va donner de la clarté, on va aider les gens à avoir une forme de clarté sur le projet lui-même. Et idéalement, je fais travailler les gens sur leurs propres valeurs si jamais les personnes ne l'ont pas déjà fait. Et on va regarder s'il y a au moins une forme de connexion entre certaines valeurs incarnées par le projet et certaines valeurs de chacune des personnes. L'idée n'est certainement pas qu'on ait tous les mêmes valeurs, encore moins de changer les gens, n'est pas de faire des clones, mais l'idée est de dire que s'il y a une raison d'être qui nous semble, qui fait écho pour chacun d'entre nous, et si dans mes valeurs et dans tes valeurs, il y en a certaines qui se retrouvent dans celles du projet, alors on a une vraie bonne raison, toi comme moi, de partager ce projet-là, de contribuer à ce projet-là. Et demain, forcément, il y a un moment où j'aurai une vision et tu en auras une autre, il y aura des choix à faire. Mais du coup, ces arbitrages, ils pourront être guidés par la raison d'être du projet. Et on sera capable de passer au-delà de nos différents personnels. Enfin, on sera d'autant plus capable de passer au-delà de nos différents personnels que on s'y retrouve personnellement et que ce projet-là, il est tellement grandiose que, si on fait comme ça, ça gratte un peu chez moi, mais je suis capable de le supporter. Et juste sur la partie handicap, parce que c'est un sujet qui me parle énormément, et à la fois, je te rejoins, je pense qu'en France, on est peut-être un peu en retard sur ces sujets. Nous-mêmes, dans l'entreprise, on se pose très régulièrement la question de comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur ces sujets d'inclusion, quels qu'ils soient d'ailleurs. Par ce que tu as vu, est-ce que tu as des conseils, ou en tout cas, qu'est-ce que toi, tu préconiserais pour les entreprises, les dirigeants, les entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet du handicap? Alors peut-être personne malentendante, mais ou autre. Comment est-ce que tu fais le lien avec le monde de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, concrètement? Moi, je me sens vraiment pas... bien sûr, je vais répondre, mais je me sens pas aujourd'hui ni une vraie légitimité ni une vraie compétence pour parler du sujet. Donc la première chose que j'aurais tendance à dire, c'est rapprochez-vous des montagnes du silence, rapprochez-vous de ce public-là, en fait. Moi, je peux témoigner de choses toutes simples que j'ai vécues. Je vais le faire là à travers la préparation de cette expédition, parce que j'ai participé à un moment de la préparation, mais j'étais pas sur le terrain. Donc je peux témoigner de ça. Mais en fait, c'est pas moi. Comment dire, non handicapé, et je vais mettre beaucoup de guillemets autour de ça parce que j'ai 12 millions de handicaps comme nous tous, ne serait-ce que sur des croyances limitantes, des aspects psychologiques, etc. En tout cas, du coup,
C'est pas moi qui suis légitime pour parler au nom des aveugles ou j'en sais rien, ou d'handicaps mentaux ou autres. Donc la première chose, c'est si je veux savoir comment je pourrais fonctionner mieux avec une population, quelle qu'elle soit, faut que je discute avec cette population. Je peux discuter avec ceux qui sont comme moi pour essayer d'inventer ce qui serait bien pour l'autre. En fait, l'autre, il a un cerveau aussi, puis il est très capable d'exprimer réellement son besoin. Et si lui exprime, si on lui donne l'opportunité d'exprimer son besoin, et si moi je suis dans une posture d'ouverture et d'écoute, on va voir que qu'on a deux représentations du monde, et on va voir comment on peut les rapprocher, et on va faire naître les solutions. Donc mon conseil, il est plus sur le processus en fait que sur des recettes. Maintenant, moi, j'ai vu des trucs tout simples qui étaient très rigolos. La première fois que je suis arrivé les montagnes du silence, j'avais rencontré Daniel Buffard, le responsable de l'association, dans un festival de films d'aventure où ils présentaient leurs films en Géorgie du Sud, et puis moi la traversée de l'Himalaya à pied. Et puis voilà, son projet, les valeurs humanistes portées par son projet sont tellement exceptionnelles, extraordinaires, que je veux m'inscrire dedans. Je sais pas encore ce qu'on va faire ou ni comment, mais je sais qu'il faut que j'y sois. Et donc il m'invite lors d'une réunion de préparation à Bourg-Saint-Maurice. J'y vais. Et en fait, on m'a demandé un truc tout simple. C'est de l'audio, donc on voit pas, mais je suis barbu. Et une partie de l'équipe des sourds peuvent lire sur les lèvres. Voilà, ils ont fait une demande toute simple. C'est est-ce que tu pourrais te couper un petit peu plus les poils de la moustache pour qu'on voit mieux tes lèvres? Et on n'a pas fait la révolution avec ça. Je veux dire. Je crois même que j'avais explosé de rire sur le moment. Et puis oui, bien sûr, on m'a donné une paire de ciseaux, 3 coups de paire de ciseaux. Et dans ce truc-là, ça y est, j'étais capable de commencer à communiquer, au moins avec une partie de la communauté, alors que c'est pas moi, non handicapé, je remets les guillemets, qui aura pu trouver que cette solution toute simple allait permettre tellement de choses, quoi. Donc, si vous voulez favoriser, poser des ponts entre deux communautés, parlez-vous entre deux communautés. Voilà. Ouais, je crois que c'est très très juste. Ouais, la communication. Qu'est-ce qui toi te donne envie de partir à l'aventure? Comment est-ce que la montagne t'appelle? Quelles sont les petites graines, peut-être enfants, adolescents, jeunes étudiants, qui plantés à un moment vont se réveiller, se révéler et faire l'aventurier que tu vas devenir? Je pense que c'est le fruit d'un processus. Alors déjà enfant, moi j'avais mon parrain qui habitait à Chambéry. Et je passais mes vacances en montagne. Alors c'était de la montagne à vache, mais j'ai passé du temps dans un univers montagne, petite randonnée, quoi. Et puis parfois je suis allé faire de l'escalade avec lui. Et ça j'aimais vraiment beaucoup. Ça c'est une petite graine dans un coin. Quand j'étais en école primaire, j'avais un copain dont le père était président d'un club d'escalade dans la ville. Donc, je suis allé aussi, pas plus que, 3-4 fois à Fontainebleau, mais ça m'a vraiment énormément plu. Et puis, c'était pas aller plus loin, mais j'avais eu ces échos-là positifs. Et puis là... Tu n'avais pas le vertige. Je n'avais pas le vertige. Ça, c'est un autre sujet, parce qu'en fait, très, 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 très peu de gens ont le vertige. Le vertige, c'est quelque chose qui est une définition médicale. Après, il y a une appréhension du vide, ou une peur du vide. Voilà, au même titre que on peut avoir peur de l'eau et qu'on peut apprivoiser ce milieu-là. Et après, est-ce que j'avais pas peur? Je sais plus. Enfin voilà, je pense pas que j'étais vraiment différent des autres. Et puis là-dessus, j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS informatique de gestion, et je suis rentré dans une école d'ingénieur qui était à Limoges. Il se trouve que quand j'étais à Limoges, il fallait que je paye l'école, que j'avais fait un emprunt qui couvrait une partie de mes frais auprès de ma grand-mère,
que je touchais un peu d'argent de mes parents, mais c'était pas la folie. Et du coup, j'ai créé une société, d'abord une association, puis une SARL, qui me permettait de travailler et qui finançait mes études. Tu faisais quoi ? Essentiellement de la mise en page de documents, beaucoup pour EDF, avec un excellent copain, un de mes amis vraiment resté très proche, qui était dans la promotion, et avec qui j'avais fait le BTS aussi avant. Voilà, mais donc du coup, entre les cours, le travail en dehors de cours, le travail professionnel pour pouvoir s'acheter à manger, pour pouvoir rester en vie et suivre les cours, tout ça faisait un agenda qui était à la fois très chargé et en même temps qui était pas contrôlable, parce que c'était en fonction de la demande client que je travaillais ou pas, et donc je pouvais pas avoir des horaires réguliers. Donc tout ce qui était sport collectif était pas accessible du coup, parce que là ça va être un entraînement à horaire régulier. Et il se trouve que à moins de 100 mètres, donc vraiment en face de l'appartement que je loue sur les quais pas de Saône, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, on a le Vienne, oui, de la Vienne exactement. Voilà, donc on a je viens de Brive-la-Gaillarde. D'accord. Je connais le Limousin de Limoges. Voilà. Et bien voilà, j'ai été voisin de là d'où tu viens pendant quelques temps. Et donc sur le bord de la Vienne, il y a un mur d'escalade qui était mis par la ville, qui appartient à la ville, et il est en contrebas d'une route qui elle-même est éclairée. Donc ça veut dire que 24 heures sur 24, soit il fait jour, soit il y a un lampadaire de la ville au-dessus du mur d'escalade. Donc je me suis mis à grimper là de façon donc sur ce petit carré, hein, c'est un espace qui est pas très grand, mais à grimper intensivement sur ce petit mur à des horaires. On pouvait me voir à 1h du matin en train de grimper sur le mur, parce que c'était le moment de la journée où ça y est, je pouvais faire quelque chose. Et puis après ça, comme ça m'avait vraiment plu et que je suis revenu dans la région parisienne, du coup j'ai fait du Fontainebleau, je suis allé à Gif-sur-Yvette, etc., enfin, dans les sites de la région parisienne. Puis j'ai fait un séjour UCPA qui m'a donné quelques bases. Et puis je me suis formé. Je suis devenu initiateur escalade, initiateur alpinisme, initiateur terrain d'aventure. Et puis je suis venu dans la région. Et dans la région, du coup, j'ai fait beaucoup de montagnes autour. Et cette montagne autour m'a emmené ensuite une première fois en Himalaya, donc pour le Himlu-Himal, traverser l'Himalaya à pied ensuite. Et puis voilà, c'est comme vivre, c'est découvrir. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir juste au-delà de ce que je pense être capable de faire. Et et dans ce mécanisme de découverte, je gagne à tous les coups. Alors je vais vous dire pourquoi. Mais du coup, c'est motivant pour aller plus loin. Et puis, si ce que je ne pouvais pas faire hier, et maintenant que j'ai les compétences, du coup, je vais aller l'essayer. Et c'est ce plus loin qui a amené ensuite aux expéditions polaires et à d'autres environnements, etc. Et en fait, pourquoi j'ai l'impression de gagner à chaque fois, c'est que j'ai une perception de mon périmètre de compétences, et puis il y a la réalité. Et j'ai une espèce d'obsession excitante qui est de voir si ma vision correspond à la réalité. Ma vision de ma limite correspond à la réalité. Donc je la teste. Et puis quand je teste, des fois je me rends compte que non, en fait, je suis capable de faire plus, mieux, différent. Et donc c'est super. J'ai une corde de plus à mon arc. Voilà, et je me suis enrichi, j'ai grandi. Donc c'est super. Parfois je me rends compte que effectivement, il me manque une compétence. Et donc, je vais aller chercher la compétence, je vais me former, je vais monter en compétence en alpinisme, je vais apprendre les bases de l'Indi avant de partir, ou du Népali pour aller traverser l'Himalaya. Et puis maintenant que j'ai la compétence, je suis capable de faire. Donc, j'ai à nouveau une corde de plus à mon arc, donc c'est super. Et puis parfois, ça arrive de temps en temps aussi que, en fait, la limite, c'est une vraie limite, quoi. Je suis face à un mur. Alors bon, comme je suis un peu créatif et têtu, j'essaye de passer par-dessus, de voir si on peut passer à droite, à gauche, de creuser un tunnel pour passer dessous, et puis des fois, les fondations dessous, elles descendent tellement bas, puis le mur est tellement haut. C'est un vrai mur. Et ce qui se passe, c'est qu'avant, j'avais une perception, une impression, une supposition que j'avais une limite, là. Et maintenant, je le sais. Et donc, je peux construire ma vie et mes prochaines étapes sur une base qui est solide, qui est saine et qui est solide parce qu'elle a été vérifiée et qu'elle n'est pas seulement dans la projection. Donc il y a 3 scénarios, je ne sais pas, quand je teste, je ne sais pas quelle sera l'issue, mais si c'est la première, je gagne, si c'est la deuxième, je gagne, si c'est la troisième, je gagne. Donc moi je suis comme Coluche, tant que je gagne, je joue.
Et ça, je trouve ça très intéressant. On parlait hier avec Laura Meiji qui sera aussi sur Tipping Point du syndrome de l'imposteur. Et parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent souffrir du syndrome de l'imposteur et en fait ce que je trouve vraiment intéressant avec ce que tu nous livres, c'est en fait concrètement je vais me confronter à ma vision des choses, à la limite que je me suis imaginée pour voir si elle est réelle ou pas, et si elle est réelle, comment est-ce que je fais pour passer à gauche, passer à droite ou me développer. Toi, ce syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose auquel tu as fait face à un moment? Ah mais encore une fois, je reste un humain. J'y suis confronté de temps en temps. Là, dans ce que je fais en expédition polaire, par exemple, je pars à ski tracté par cerf-volant sur la banquise en solo avec des traîneaux. J'ai fait des tests jusqu'à 3 mois d'autonomie et je reste pour l'instant très lourd. Donc oui, j'ai déjà fait plusieurs fois 1 mois en autonomie, en solo sur la banquise. Et c'était des super chouettes expériences. Mais c'est pas l'ordre de grandeur de ce que j'ai envie de réaliser, de ce que d'autres réalisent. Et donc j'ai l'impression d'être un bidochon sur la banquise. Voilà. Donc je suis quand même sur la banquise, objectivement. Et tout le monde n'y va pas. Et j'y vis confortablement alors qu'il fait moins 40. Et il a fallu tout un processus pour tout ça. Donc objectivement, il y a des compétences, il y a des... Mais quand je rentre en ayant fait mon mois sur la banquise, je me dis mais il y en a qui font 10 fois plus que ça, quoi. Donc on me voit comme il y a des gens qui ont des étoiles dans les yeux, comme si j'avais une aura ou je sais pas quoi. Et non, je suis juste un mec ordinaire et qui aimerait bien arriver à faire mieux, quoi. On peut tous le faire, un mois sur la banquise comme ça. On peut tous le faire un mois sur la banquise. Je pense que si on est en bonne santé et qu'on en a envie, oui, en étant encadré, en ayant appris par soi-même, et c'est un long processus, ou en étant encadré, je pense que oui. Voilà. Après, est-ce que tout le monde a envie de le faire? Évidemment non. Est-ce que il y a des moments qui sont quand même des moments psychologiquement challengeants, puisque il peut y avoir potentiellement des ours polaires de temps en temps. Des fois, tu dors sur la glace et la glace casse. Ça m'est arrivé que la glace casse au milieu de la tente. Et j'avais une plaque de glace et puis au matin, j'avais les oreilles sur une plaque, les pieds sur l'autre et une brèche de 20 cm entre les deux. Dans la réalité, vu l'épaisseur de glace à cet endroit-là, des fois ça peut être dangereux la glace, hein, mais dans la réalité, vu l'épaisseur de glace à cet endroit-là, il n'y a aucun danger. Mais c'est vrai que quand tu es au milieu de la nuit en train de dormir et que tu entends un gros boom et que tu as le sol qui descend de 20 cm, bah, c'est des expériences qui font ressortir des choses, quoi. Et la récurrence de ce type d'événement, je pense qu'il y a des gens, je ne vais pas dire qu'ils deviendraient fous, mais enfin, ça serait trop inconfortable pour ces personnes-là. Donc à ce titre-là, non, tout le monde ne peut pas le faire. Mais penser qu'il y a juste qu'une toute petite élite mondiale de quelques personnes qui peuvent le faire, les deux sont faux, quoi. La vérité, elle est quelque part dans un milieu entre ces deux extrêmes. Connaître ses limites, aller les tester, les toucher, regarder, expérimenter. Voilà, c'est ça, ouais. Comprendre. Et puis les expéditions ou l'exploration, pour moi, c'est comme les chaussures. Il faut aller explorer, mais en fonction de ta pointure. Si ta chaussure, elle est trop petite, ça fait mal aux pieds et c'est chiant. Et si elle est vraiment trop grande, t'es jamais sorti de chez toi, tu te dis, tiens, je vais aller explorer mes limites. La première chose que je vais faire, c'est traverser l'Himalaya à cloche-pied avec des palmes. Le décalage est tellement grand que ça sera ni confortable, ni intéressant, quoi. Mais en tout cas, dans une posture de découverte, de dire, voilà, tout en restant suffisamment dans le confort, aller explorer ce qu'il y a un petit peu au-delà de mes limites, ça me semble vraiment une clé. Et dans tous les domaines, que ce soit de l'aventure, que ce soit de l'expédition, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit de l'entreprise, que ce soit du management, dans un monde qui change de plus en plus et de plus en plus vite, ceux qui sont des explorateurs vont découvrir les nouvelles Amériques plus vite que les autres, quoi. Voire, je m'inquiète pour les autres qui seraient capables que de rester sur la vision du monde ancienne. Donc, ce sont vraiment des atouts.
Mais c'est qui tes rôles modèles? Parce que nous, on entend souvent Mike Horn, on entend Kilian Jornet aussi faire des exploits comme ça en montagne. Est-ce que toi, tu as des rôles modèles qui t'inspirent? Moi, j'ai eu, dans ce qui m'a construit quand j'étais jeune et dans la difficulté, c'était les bouquins de Frison Roche. Donc il y a eu ça. Et après, dans les gens aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Je pense notamment à Christian Clot, qui est voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, et dans ce qu'il est en train de faire avec le projet adaptation, donc l'étude de comment se fait et jusqu'où se fait l'adaptation psychologique, cérébrale, bref, de l'homme dans des environnements qui sont des environnements très atypiques, extrêmement chauds ou extrêmement froids, ou en ce moment ils sont descendus, je crois que c'est pour une 40aine de jours, enfin c'est l'ordre de grandeur, sous terre, sans montre, sans repère horaire, pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de chronobiologie, voilà, dans de multiples dimensions. C'est le genre de personnes qui m'inspirent. C'est pas forcément les personnes les plus médiatisées, même si Christian il l'est largement maintenant, mais c'est les personnes qui font quelque chose qui fait sens, et les personnes qui font ce qu'elles disent, parce qu'il y a aussi beaucoup on a tous des motivations personnelles, quoi, à partir dans des expériences, des aventures. Il y a beaucoup de gens qui ont un besoin de montrer, de démontrer, voire de surdémontrer par rapport à ce qu'ils ont fait. Des gens qui font des choses extraordinaires, mais qui ont besoin de communiquer sur un truc qui est 2 fois plus extraordinaire que ce qu'ils ont réellement fait. Je trouve ça dommage ou pas cohérent. Je trouve ça dommage de voir des expéditions absolument superbes se faire en traîneau à chien, mais sponsorisées par Gazprom. Pour moi, il y a un truc de cohérence là-dedans, même si l'expédition reste superbe. Donc ouais, des gens comme Christian Clot, des gens qui utilisent l'expédition pour de la connaissance scientifique aussi. Voilà, ça m'inspire. À quel moment tu décides de quitter ton job pour te lancer pleinement dans cette activité dans ce job, dans cette entreprise en fait, d'explorateur de l'extrême, dans vivre sa vie comme une aventure en fait, dans toutes les dimensions. Je fais l'expédition Imlung-Himal pendant que je suis chez Capgemini. Donc là, je prends mes congés, plus du sans-sol, enfin voilà, je fais ma tambouille, et je fais l'expé, je retourne chez Capgemini. 2 ans après, donc pendant 2 ans, je travaille. Alors Tu peux revenir chez Capgemini après être parti 1 an dans l'Himalaya. Alors ça c'est ce qui va venir après. Ah pardon. Donc il y a je suis chez Capgemini plein temps. Je pars faire l'expédition Imlung-Himal. Ah oui, au Népal. Au Népal, oui, qui prend donc l'ascension 10 personnes, 7126 mètres, 8 semaines. Je reprends mon job de chef de projet chez Capgemini. Par contre, je passe au 4/5e pour me dégager, en plus des soirées et en plus des week-ends, une journée dans la semaine pour préparer la traversée de l'Himalaya à pied. Ensuite, je fais la traversée de l'Himalaya à pied. Donc là, je pars en congé sans solde. En étant en plus partiellement rémunéré par Capgemini, qui a fait un truc extrêmement intelligent. C'est qu'on était dans une période de contraction du marché de l'emploi sur l'informatique, et plutôt que de licencier des gens, et puis ce qui humainement est absolument merveilleux, et de réembaucher après, ce qui coûte très cher, ils ont fait passer le message que si certains avaient des projets personnels, ils pouvaient partir en congé sabbatique, et on leur versait 25% de leur salaire, ce qui finalement coûtait pas plus cher à l'entreprise que de renvoyer les gens et de les faire partir, et humainement était mieux. Enfin voilà. Et j'étais le premier au sein de Capgemini France à bénéficier de ce dispositif. D'ailleurs, je sais pas si c'était que France ou le monde. Là, on est en quelle année ? On est en 2001. D'accord. On est en 2001. Non, pardon. On est en 2001, c'est la première ascension, donc on est en mai 2003 le départ pour la traversée de l'Himalaya. Donc là, je traverse l'Himalaya, je reviens, je reprends du coup un poste de chef de projet chez Capgemini. C'est possible. Donc, au-delà de l'aspect juridique qui est possible, mais toi... tu veux dire, oui, ok. Personnellement, humainement, quand tu as passé 1 an dans l'Himalaya, revenir à Paris
sur un poste. Non, t'es déjà à Grenoble, là. Oui, je suis à Grenoble. Après, ça m'arrive d'aller aussi à Paris ou de travailler à Lyon. Mais, en tout cas, dans la ville. Dans la vie d'ici, de l'entreprise classique, ici, après avoir traversé l'Himalaya à pied pendant 1 an et vécu avec des populations qui, à certains endroits, sont tellement déconnectées du monde, même au sens juste circulation des biens physiques, que tu as appris ce qu'était le Moyen-Âge en France. Est-ce que c'est possible ? Sûrement, ça dépend des gens, mais pour moi, oui. Moi, je suis sur un mode interrupteur. Je quitte la France, j'arrive en Himalaya et je mange de la tsampa, de la farine d'orge grillée, du dalbat tous les jours pendant 1 an. Et quand je reviens en France, ma seule difficulté d'adaptation, c'est que j'avais oublié le code de ma carte bleue. Mais le lendemain de mon retour en France, j'achète l'ordinateur pour faire le montage du film de la traversée de l'Himalaya à pied. Donc, moi, Carole, il lui a fallu 3 mois pour atterrir. Pour commencer à vraiment atterrir au retour. Voilà. Chez moi, ça se passe très vite. Donc, je reprends le job chez Capgemini. Après, j'ai quand même toujours des projets, des envies d'expédition. Et puis, il se passe 1 an pour faire le film. En fait, le 52 minutes qui s'appelle Le Chemin des Cimes et qui est disponible en DVD et puis qui était, qui est passé à la télévision. Et là, on me demande des conférences. Ça tombe bien parce que j'avais fait le film pour faire des conférences. Ce que j'avais pas prévu, c'est que le film étant privé au festival du film d'aventure d'Autran, je serais repéré par un organisateur de conférences qui me demande 32 conférences l'année suivante. Et puis après, je suis rentré chez Connaissance du Monde, dans d'autres réseaux. Et en fait, j'ai fait 250 conférences sur 3 ans. Donc là, ça justifiait de faire le livre que j'avais envie de faire, mais je savais pas s'il allait se vendre ou pas, s'il y aurait un débouché derrière. En tout cas, tu entrevois une possibilité de vivre de... En fait, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, je fais le livre, je fais les tournées de conférences et je peux être chef de projet 20% du temps, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là ? Ça y est, je suis au courant. Bon, merci, à la semaine prochaine. Donc ça avait plus de sens. Donc je quitte Capgemini parce que j'ouvre une parenthèse qu'il fallait absolument que je vive, cette aventure de autant vivre c'est découvrir, autant découvrir ça sert à transmettre, à partager, à recevoir. C'est pas seulement à donner d'ailleurs, c'est aussi à recevoir quand on est avec un public dans une salle de 2000 personnes qu'on fait une conférence au Canada. On envoie des choses, mais à travers les questions, à travers les discussions, on reçoit des choses aussi. Tu t'es formé parce que conférencier, parler devant des milliers de personnes, j'imagine que c'est pas forcément inné. Alors moi, alors, avant de faire les conférences à 2000 personnes, il y en a eu, au moins une 50aine en France dans le premier circuit de conférences. Et puis moi, dans une vie antérieure, j'ai été animateur et directeur de centre de loisirs. Formateur au brevet d'aptitude aux fonctions, au BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, dont une spécialisation théâtrale. Et puis j'ai aussi fait je l'avais suivi pour moi, une formation au montage vidéo. Et donc voilà, cette dimension communication, alors pas au sens marketing ou plaquette, ça je suis pas bon là-dedans, mais au sens humaine et partage. Pour aller influencer quelque chose, que ce soit dans le cerveau d'un leader aujourd'hui ou une culture d'entreprise, ou que ce soit du grand public à l'époque, ça a toujours été dans mon ADN. Et puis après, j'ai appris sur le terrain, surtout dans les premières tournées de conférences. Au début de ces petits circuits, tu t'es le conférencier, mais t'es aussi le régisseur. Et donc tu apprends à gérer le fait que tu es sur scène, que tu as fait ton pitch, que tu lances le film et que le film démarre, mais il n'y a pas de son. Ou il n'y a pas d'image, ou c'est la deuxième partie du film, pourtant tu as fait tous les tests avant, mais le truc part pas. Alors au début, c'est des salles de 30-35 personnes, donc ça va, ton équipement est pas trop loin. Mais quand tu commences à faire des tournées dans des salles où tu as 600 ou 800 personnes, dans des cinémas UGC, le moment où tu appuies sur play, où ça démarre pas comme il faut sur scène, tu sais que tu vas avoir 30 mètres dans les gradins à marcher pour aller voir ton équipement. Et si ça marche pas, c'est en général, c'est pas seulement il y a un problème, c'est tu ne sais pas, tu comprends pas quel est le problème. Donc il va falloir y aller, diagnostiquer le problème, donc réfléchir, tout en maintenant l'attention du public qui ne te voit pas parce que tu es dans le noir. Hein, tu vois. Donc avant tu te dis finalement, il n'y a pas de rivière, j'ai pas de galet à lancer.
Je connais pas la profondeur du truc. Oui, puis du coup, ça en est devenu. Enfin, j'ai des blagues en fait qui se sont construites dans ces moments-là et qui sont mes blagues ressources quand il y a un problème imprévisible que j'utilisais dans les conférences d'après. Donc il y a la conférence sur scène, puis il y a aussi le retour dans la relation avec les gens. Et donc tout ça c'est construit dans le temps. Et donc quand j'arrive dans une salle où il y a 2200 personnes, j'ai un vrai régisseur, j'ai un responsable de la salle, j'ai un régisseur qui gère tout ça. Et voilà, il reste plus que le bonheur de communiquer avec les gens, quoi. Donc c'est un peu plus facile, finalement, quand on a une équipe autour de soi. T'es nourri, dorloté, coucouné, etc. Je pourrais vous raconter comment. Oui, il faudra que je vous parle de comment s'est faite cette tournée au Canada, où j'ai découvert le ski tracté par Cerf-Volant. Mais donc du coup, je sais plus où est-ce qu'on en était sur le. C'était la question. Sur le parcours, sur la transition. Donc je reviens chez Capgemini, mais démarre les grosses conférences. Et donc là, j'ouvre une parenthèse parce qu'il faut vraiment que je vive ce truc-là. Tout en sachant très bien que je peux refermer la parenthèse et que si je repostule chez Capgemini ou ailleurs, normalement j'ai retrouvé du travail dans l'informatique, quoi. J'avais commencé aussi au sein de Capgemini à intervenir sur les formations des chefs de projet, sur la maîtrise des risques, sur la gestion du stress, en co-animation avec une psychothérapeute pour la partie stress. Donc elle portait le fond et puis moi l'expérience terrain. Voilà. Et quand je quitte Capgemini me dit d'accord, tu t'en vas, mais pour les formations, faut que tu continues. Donc c'est génial. Tu pars et t'as ton premier client. Ouais, c'est ça. T'as un premier client qui représente 50% du chiffre d'affaires nécessaire à l'époque et garanti au moins pour 2-3 ans. Donc je pars dans des conditions confortables. Et puis je suis interrogé par l'entreprise de plus en plus, quoi, sur les aspects de motivation, d'engagement, de comment est-ce qu'on fait pour être performant dans la complexité, comment on entretient la motivation quand c'est 1 an de traversée, enfin tu vois, sur un projet de longue haleine, dans lequel l'équipe a été pas malade plus que les 2/3 du temps. Donc il y a plein de facteurs qui font que que l'entreprise m'interroge et que au final je structure mes connaissances et c'est ça qui permet aujourd'hui sans faire la révolution dans l'entreprise, de la prendre là où elle est et puis d'enrichir son expérience d'autres modes d'interaction, d'une vision plus large du monde qui lui permettent d'être agile et adapté au monde complexe d'aujourd'hui, quoi. Tu peux nous donner un exemple d'une entreprise que tu as accompagnée en la citant ou sans la citer, si c'est pas possible, mais pour qu'on comprenne bien comment est-ce que tu les accompagnes et quels sont les types de transformations que tu accompagnes. Je suis intervenu pas mal chez Orange. Alors, Orange, c'est tellement grand qu'il y a des endroits où c'est encore un petit peu l'âge de la pierre, puis il y a des endroits où ils ont des modes managériaux, y compris de l'entreprise libérée dans certaines petites structures d'Orange. J'ai découvert ça. Voilà, où là, l'entreprise dans laquelle on est, la ASD Consulting, où je vous reçois, je collabore avec eux et en même temps, je suis en train d'amener chez eux la notion de fonctionnement par rôle. Alors après on peut, je sais pas si on ouvre maintenant une parenthèse sur rapide ou plus tard sur comment ça fonctionne, mais globalement quand on parle d'une entreprise aujourd'hui, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise. Si j'y prends, je sais rien, moi, donnez-moi le nom d'une entreprise, n'importe laquelle. Picard. Allez, soyons fous, Picard. Je sais pas pourquoi Picard, mais Picard, c'est parfait. Je suis resté dans le gelé, donc le froid. Ok, partons sur Picard. Ok, en fait, Picard n'existe pas, il y a 3 Picards. Il y a le Picard formel, celui de l'organigramme. Si tu vas voir Monsieur Picard en chef, il va te sortir l'organigramme de la maison, etc. Ça, c'est la théorie. Et puis après, il y a le Picard réel. Et dans l'organigramme, ça dit que
j'en sais rien, si tu veux des post-it, c'est Martine, l'assistante qui s'en occupe et qui doit faire une demande en 3 exemplaires en suivant le processus B29, etc. Et en fait, on t'a expliqué que Martine, je la connais, puis attends, je te passe son numéro, tu l'appelles et elle va t'arranger ça et ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est l'entreprise réelle. Donc il y a la formelle, la théorique, puis il y a la réelle. Puis il y en a une troisième qui est l'entreprise idéale, celle qu'il faudrait avoir idéalement, celle qui est organisée de la façon idéale dans les besoins là dans l'instant, où l'expérience humaine est idéale, etc. Et puis comme on aimerait bien que tout ça soit cohérent, on essaye d'avoir les 3 ensemble, donc à un moment ou un autre, on pose l'organisation. Et alors on va se mettre dans un scénario super bisounours. On fait venir des consultants ou pas, ou on a fait en interne. En tout cas, on a défini une organisation. Et il se trouve que l'organisation qu'on a définie, la réelle, correspond, la formelle correspond exactement à la réelle et correspond exactement à ce dont on a besoin. Le truc, contour parfait. On a mis en place la conduite du changement. Il y a eu 0 résistance. Tout le monde a adhéré. Ça a été mis en place. Enfin, le truc marche. C'est Picard. Voilà, c'est Picard, exactement. C'est la perfection absolue. Ce qui se passe, c'est que dans un monde changeant, incertain, complexe et qui bouge tous les jours, plein d'imprévus et plein de surprises, parfois des grosses très structurantes comme une crise Covid, mais au quotidien aussi des petits changements qui tous les jours vont faire évoluer l'environnement. Des missions à un poste clé. Oui, il peut y avoir tous ces trucs-là, mais il peut y avoir juste simplement l'évolution d'une technologie sans qu'elle soit en rupture, juste l'adoption progressive d'une technologie, je sais pas, chez certains de tes clients. C'est que certains de tes clients, c'est qu'une des technologies, c'est que progressif, mais chaque fois que tu en as un de plus qui utilise la technologie, l'environnement change. Et donc, ce qui se passe, c'est que naturellement, si on fait rien, ces 3 entreprises, la formelle, la réelle et l'idéal, elles divergent dans le temps. Tous les jours, elles divergent un petit peu. Et aujourd'hui, les organisations sont structurées de façon, alors elles peuvent être hiérarchiques, avec 12 000 niveaux, ou beaucoup plus plates, ou elles peuvent être matricielles, ou elles peuvent être carrées, ou elles peuvent être rondes, mais en tout cas, elles sont figées. On a posé l'organisation, on a dit c'est comme ça. Et comme le monde change, du coup, et que l'organisation, son organisation est figée, il se crée des écarts entre ce qu'on devrait être et puis ce qu'on est réellement, ou ce qu'on a sur le papier. Ça s'appelle des tensions. Ça crée des tensions. Et il y a un moment où alors elles sont opérationnelles, ça marche pas bien, ou elles sont relationnelles, mais en tout cas, ça crée des tensions. Puis à un moment, les tensions sont tellement importantes qu'on dit ça peut plus durer. Donc, on a une super idée, on fait une grande réorganisation. Et là, qui fait plaisir à tout le monde, etc. Puis on va essayer de rassembler nos 3 organisations, réelles, formelles, idéales. Et comme le monde change de plus en plus vite, on fait des réorganisations de plus en plus vite et quasi tout le temps. Et du coup, parce qu'on veut garder de l'ordre, en fait, on crée un espèce de chaos parce qu'on est en réorganisation permanente. Et donc l'idée, c'est de passer de ce type d'organisation figée à des organisations qui soient dynamiques, qui s'adaptent en permanence. Moi, quand je fais mon expé, je dis pas au départ quelle est l'organisation, et puis après, sur la montagne, on va toujours avoir des surprises. Et comme tu le disais, le business plan, c'est jamais ce qui se passe. Voilà. Et je vais pas garder la même organisation. Donc, en permanence, on va créer des cordées où on est plus nombreux, moins nombreux, raccourcir la corde, rallonger la corde. Voilà. Et tout ça se fait de façon dynamique et permanente. Et dans une grande boîte comme Orange, ou comme Picard, donc, puisque c'est votre exemple, ces mécanismes, aujourd'hui, en général, ils n'existent pas. Donc, on est bloqué dans ce système de tension, réorganisation, qui est absolument pas idéal. Une réponse à ça. Et si ça se trouve, Picard est très bien organisé. On connaît pas du tout l'organisation. Non, on dit Picard depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, ils ont déjà une organisation très agile. Le patron de Picard n'acceptera donc jamais de venir témoigner dans Tipping Point. C'est terminé. Ça va lui donner l'occasion de mettre en avant tout ce qu'il y a de super chez Picard. Mais voilà, quelle que soit l'organisation, que ce soit Picard ou une autre, du coup, il y a ces limites-là. Alors, un très bon début de réponse qu'on a amené, c'est l'agilité. C'est le dire. Je planifie des trucs à long terme, sur les 5 ans qui viennent, et puis j'ai des grandes étapes, et puis à la fin je fais, et puis à la fin je teste, et puis je vérifie que ça fonctionne. C'est déjà obsolète.
Entre le moment où je l'ai lancé et le moment Exactement. Ce qui, dans beaucoup de cas, nous amène à, finalement, on n'arrive pas à livrer le truc parce que l'environnement a changé. Et dans le meilleur des cas, j'ai livré exactement ce qui était prévu, mais qui est plus du tout ce dont on a besoin. Du coup, passer à l'agilité, donc des petites étapes de spécification, de fabrication, de mise en production, test, du feedback, enfin voilà, dans de l'itératif, dans l'incrémental, ça a déjà amené beaucoup. Il n'en reste pas moins que la structure globalement de l'entreprise, elle reste figée. En gros, si je prends une image, tiens, on a les locaux qui sont ici, on dit aux gens, au lieu d'être linéaire, waterfall, etc., on leur dit d'être agile dans la pièce qu'il y a là, mais les murs de la pièce restent contraints. Ils sont grands, ils sont petits, elle est carrée, ou elle est... Et ce qu'il faudrait idéalement, c'est que toute l'organisation puisse se déformer. C'est de garder la puissance de la baleine, mais tout en ayant la flexibilité du banc de poisson. Vous voyez, ou un vol des tourneaux, vous voyez comment ça se développe, ça se contracte, voilà, en temps réel. Et donc pour ça, il va falloir dans l'organisation ne plus travailler ne plus seulement travailler par grands services, puis des groupes qui ont des entreprises, qui ont des services dans lesquels on a des fonctions, et puis des fonctions qui sont associées aux personnes, et puis tous ces trucs super figés, mais être beaucoup plus fin et beaucoup plus dynamique. Quand on dit qu'il y a une fonction de DRH, en fait, il y a responsable de la formation, il y a responsable de la paye, du développement des talents, indépendamment ce qui n'est pas seulement la formation. Il y a X rôles. Et donc l'idée, c'est d'aller amener dans l'organisation une prise de conscience des différents rôles existants, et puis de mettre en place des mécanismes d'observation des tensions et de captation en temps réel des tensions qu'il peut y avoir, qu'elles soient opérationnelles ou relationnelles, et des processus pour attraper ces tensions et pour les résoudre, on dit les recycler, à très très haute vitesse. Et quand je dis à très très haute vitesse, ça donne des modes d'interaction qui sont très processés, dans lesquels on peut amener par exemple un codir expérimenté à prendre 30 décisions en 45 minutes. Et c'est vraiment très haute vitesse. Ça, c'est une première idée. Du coup, on a une capacité d'adaptation beaucoup plus importante parce que on est au niveau des rôles et pas des grandes fonctions. On est payé autant pour capter les tensions et les résoudre que pour faire ce qu'on a à faire. Et puis, il y a quelque chose aussi sur lequel on va faire évoluer les interactions, c'est que dans une organisation, très souvent, quand on fait des réunions, elles peuvent porter sur n'importe quel sujet. En fait, dans cette réunion, on va mélanger des aspects opérationnels, relationnels, et puis là-dessus, on est en train de traiter un sujet, puis on rebondit sur un autre, puis on va pas jusqu'au bout, on n'a pas pris de décision, puis on repasse sur de l'opérationnel, on mélange tout. Et donc, alors que pour traiter de l'opérationnel, il y a des processus qui sont extrêmement performants pour ça, mais qui sont pas du tout adaptés pour du relationnel. Pour traiter du relationnel, il y a des processus qui sont extrêmement performants, mais qui sont pas du tout adaptés pour de l'opérationnel. Donc l'idée dans des nouveaux modes d'organisation super agiles, on peut s'inspirer de l'holacratie, on peut s'inspirer de la gouvernance cellulaire ou d'autres choses. De Laloux, ouais. Ou de Laloux, bien sûr, oui, de Frédéric Laloux. Une idée, c'est de dire, maintenant qu'on a capté nos tensions, on a des modes d'interaction qui sont dédiés à traiter à 100% les points opérationnels, en garantissant que chaque point est traité à fond, et à haute vitesse, et de telle façon que l'opérationnel soit protégé du relationnel. Et notamment des peurs fantasmées qui vont limiter l'action, des égos, de tirer la couverture, enfin de tous ces trucs-là. Et puis on va avoir d'autres modes d'interaction qui sont là pour traiter de tout ce qui est de la régulation émotionnelle et relationnelle, et d'une façon totalement protégée de la dictature de l'opérationnel, par exemple la dictature du court terme. Et puis d'autres modes d'interaction pour tout ce qui est autour du sens. Et du coup, quand on fait ça, on se rend compte que les tensions sont réellement gérées, y compris le relationnel qui est pris en compte à son bon niveau. On se rend compte que l'alignement avec le sens, ça ne devient plus un discours incantatoire de gens qui ont décidé que le sens, c'est ça. Et maintenant, je vais essayer d'obtenir l'adhésion de tout le monde à ma vision qui est la bonne, puisque c'est la mienne, donc forcément c'est la bonne. On va avoir une capacité opérationnelle démultipliée, une adaptabilité infiniment plus importante, et des expériences humaines qui sont enrichissantes au lieu d'être, fatigantes, quoi. Moi, je suis sidéré de voir que dans la majorité des entreprises, on embauche des gens qui sont super motivés et on coordonne des zombies au bout de 5 ans.
il s'est passé quoi entre les deux? Faut virer les personnes qui s'occupent du recrutement parce qu'ils recrutent pas les bons, ou il se passe quelque chose dans la dynamique de l'entreprise. Et les gens, quand ils rentrent, ils sont réellement motivés, donc c'est les bons. S'ils ont les compétences, ils sont motivés, c'est les bons. Voilà. Et donc, on crée des organisations où à la fois on est adapté pour un environnement totalement imprévisible et changeant de façon très rapide, où il y a une vraie compréhension entre les personnes, où l'opérationnel n'est pas entravé et où le relationnel est épanouissant. Avec ça, on a une recette où les gens s'éclatent, ils sont plus performants dans un truc qui est respectueux et qui les nourrit, donc ils s'éclatent. Et on a une recette qui est extraordinaire par rapport au monde d'aujourd'hui. Et ça, tu le construis avec qui dans l'entreprise ? Avec ça va souvent démarrer avec au niveau en tout cas d'une expérimentation du CODIR. Tu vois, c'est vraiment pas des approches qui se font en mode Big Bang. Là, t'es pas en train de déployer du SAP et d'écraser tout le monde avec un rouleau compresseur. C'est à quel endroit dans l'organisation. Donc l'endroit peut être le CODIR, ça peut être un projet, ça peut être un service qui merde particulièrement dans l'entreprise. De toute façon, on va dans le mur, donc on n'a rien à perdre. On peut pas faire pire. Donc voilà. Et où tu fais une comment dire, tu sanctuarises une zone parce que le reste de l'entreprise, sinon, va venir influer sur ce qui se passe dedans, parce que le reste de l'entreprise n'est pas habitué à ça. Donc tu vas protéger cette zone-là, et puis tu fais une expérience, alors qui peut démarrer tu peux rentrer par le canal du sens, par le canal relationnel, par le canal opérationnel. En fait, la question, c'est de quoi avez-vous le plus besoin là, quoi. Et t'amènes pas les concepts, les gens achètent pas les concepts pour les concepts. Tu les aides à résoudre des problèmes opérationnels, avec des modes d'interaction qui sont différents, qui sont étonnants au début, mais qui du coup donnent plus de résultats et plus de plaisir. Et derrière, il y a une adoption. Et mettons que tu es rentré sur les rôles et l'opérationnel. On peut rentrer encore une fois par plein de canaux différents. C'est quand même souvent celui-là. Quand tu vas le mettre en œuvre, du coup, tu as une ouverture différente chez les gens. Donc, à un moment, on va ressentir ce besoin de relationnel qui était pas accessible dans la culture avant. Et donc, c'est à ce moment-là que tu vas amener, pour le relationnel, tenez, on peut tester tel type d'interaction. Pour les personnes qui, en nous écoutant, seraient intéressées pour en savoir un peu plus, ou est-ce que tu as des ressources particulières que toi tu conseilles de lire, de regarder, pour creuser un petit peu le sujet? En fait, de tout ce que j'ai vu dans ce domaine-là, pour moi, le top du top de ce que je connais, j'ai un peu creusé le sujet, c'est la gouvernance cellulaire. Et en termes de ressources, il y a à peu près rien à ce jour. Donc, en tout cas, pour les questions de philosophie, ça vaut la peine de regarder évidemment Laloux. Alors son bouquin, où il y a aussi une conférence, il y a 2 conférences en ligne de 1h30, quelque chose comme ça, qui donne quand même l'essentiel de la philosophie. Il peut y avoir ce qu'a fait Getz sur l'entreprise libérée. L'avantage de l'entreprise libérée, c'est que c'est un modèle qui est super chouette et super performant, mais qui nécessite, où il y a d'énormes prérequis en termes de culture. Et du coup, le gap pour passer d'une entreprise classique à l'entreprise libérée, la marche est souvent assez haute. Donc si on peut, pourquoi pas, si ça vous convient. Et sinon, dans les marches intermédiaires, il peut y avoir tout ce qu'il y a autour de l'holacratie. L'holacratie ne couvrant que l'aspect opérationnel. Mmh. Alors les rôles, les responsabilités. Voilà, exactement. La gestion des tensions opérationnelles et le fait que si une tension opérationnelle vient, qu'on y répond et qu'elle revient, et que si on y répond et qu'elle revient encore, c'est qu'il y a un besoin de fond sur l'organisation, donc un mode d'interaction pour adapter l'entreprise et traiter le problème de fond. Donc ça, c'est chouette, mais le gros warning que je mets là-dessus, c'est que du coup, comme on traite très bien l'opérationnel en le décorrélant de l'humain, mais que ça adresse pas l'humain, avant, dans notre réunion, c'était le bordel, l'humain était pas traité comme il fallait, et maintenant, il l'est plus du tout. Donc ce gain sur l'opérationnel est un recul sur le versant humain. Donc, si je prends que de l'holacratie, il faut vraiment que sur le versant humain, je mette d'autres choses à côté. Ou la gouvernance cellulaire, qui a fait une synthèse de tout ça, et qui du coup adresse aussi pleinement la partie humaine. Sur la gouvernance cellulaire, il y a
il faudra que je vous envoie le lien. Il y a une, comment dire, l'un des fondateurs, parce que c'est une équipe qui développe ça, mais le fondateur, on va dire, celui qui est l'impulseur initial, c'est Jean-Luc Christin. Et j'ai travaillé avec lui justement pour. Il faisait des conférences pour expliquer comment ça fonctionnait. Et en gros, c'est une conférence de technicien pour technicien, et le truc était imbitable. Donc, je l'ai fait travailler, et on a fait ensemble une conférence pour PMI, qui pose les bases du fonctionnement. Donc, il faudra que je vous retrouve le lien sur ça. Voilà. Après, il y a le site cellulargovernance.org. Mais sincèrement, aujourd'hui, c'est à la fois vraiment le truc le plus puissant que je connaisse, et de loin. Et en même temps, c'est tout juste émergent. Et alors, non, c'est pas que c'est complexe. Enfin, que ce soit à gouvernance cellulaire ou à lacratie, quand on n'a que la vision de l'entreprise classique, il y a des ruptures. Donc pour rentrer, voilà, il faut être accompagné quand même pour rentrer dans le sujet. Mais la mise en œuvre de la gouvernance cellulaire, c'est pas quelque chose de complexe. Par contre, autant ils sont super, je les trouve, cette équipe, super top sur sur les concepts, sur l'accompagnement, sur ce que c'est que la gouvernance cellulaire, autant sur la partie marketing, communication, enfin vulgarisation, il y a encore du chemin à faire. Bon, tu nous enverras tout ça et on le partagera bien sûr, comme à chaque fois, on partage les ressources qui nous sont données. Je crois qu'on a déjà couvert pas mal de sujets. Quelle sera ta prochaine expédition ? Ma prochaine expédition, ça sera sur la côte nord du Saint-Laurent, au Canada. J'ai un kayak biplace qui a maintenant été largement équipé et puis testé, du coup, le dernier été où je suis allé là-bas, où j'ai fait, 150 bornes, quelque chose comme ça, en kayak tracté par cerf-volant et puis en kayak tracté par une voile qui même tient dans le ciel parce que pendu sous un cerf-volant. La même idée de moins d'efforts, moins de contraintes, plus de résultats que de pagayer. Et donc, je vais partir le long de la côte nord pour, 400, 500 km, quelque chose comme ça, en autonomie avec un partenaire, dans une zone où les villages ne sont ravitaillés que par bateau. Il n'y a pas de route. Donc, ce sont des petits villages côtiers. Et quand je dis les villages, certains, toute la ville, l'immensité de sa ville et de sa banlieue, c'est 80 personnes, et vivent quasi en autonomie, là sur la côte, juste ravitaillés par un bateau qui passe chaque semaine. Donc voilà, je vais aller explorer ça. Et puis j'ai vraiment très envie de retourner sur la banquise, faire du ski tracté par cerf-volant avec mes traîneaux. Et ben moi j'ai très envie de venir avec toi. Ce sera quoi la limite là que tu vas tester ? Ta prochaine limite ? C'est quoi la prochaine limite que je vais tester ? Sur le kayak, j'ai très peu d'expérience en fait. J'ai fait une semaine de voyage en kayak avec un de mes mentors là-bas sur la côte nord. Ensuite, je suis parti tout seul, donc pour la première fois il y a 2 ans, pour une quinzaine de jours, tout seul avec mon kayak. Mais le domaine de la mer, je connais très peu par rapport au domaine de la montagne. Donc je vais du coup aller découvrir. Donc je sais pas exactement quelle limite ça va être, mais découvrir des choses dans ce domaine-là. Et puis me faire plaisir tout simplement parce que quand je fais du kayak et qu'il y a une baleine qui sort à côté, ben voilà, j'ai les étoiles dans les yeux pour toute l'année qui vient, quoi. Et puis après en climat polaire, je vais tester du grand déplacement. J'ai déjà fait maintenant du seul froid longtemps. Mais j'ai envie de faire du kilométrage là maintenant. J'ai envie de faire avec le cerf-volant, tu peux te lancer à vraiment quand tu te traînes à 20 km par heure et tu peux monter à 30 quoi avec les traîneaux. Je parle pas, s'il y a pas de traîneau quand je m'amuse, j'ai déjà fait du 65 km par heure puis j'étais limité après par mes skis qui étaient pas du tout adaptés. Mais tu vois, quand tu te balades à 20, 30 km par heure par rapport à ce que tu vas faire à pied, ça te permet d'aller découvrir des immensités et une richesse aussi. Quand on pense à la banquise et à la glace, on peut penser que c'est monotone. Mais en fait, les glaces sont fracassées, il y a
transparences dans des espèces de vitres de verre qui sont érigées verticalement, des jeux de soleil là-dedans. Enfin, c'est une beauté extraordinaire. Bientôt des nouvelles transpositions pour les entreprises que t'accompagnes, qui seront le fruit de tes nouvelles expéditions. Ben sûrement, venir, voilà, rester vivant, rester en mouvement dans le monde tel qu'il est. Dans le monde tel qu'il est. Donc, si le monde est covidé, rester vivant dans ce qu'on peut faire chez soi et préparer d'autres choses. Et oui, et rester vivant avec un V majuscule. Oui. Bon, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps ce matin, pour nous avoir fait voyager, parce que je disais tout à l'heure en rigolant, moi j'ai envie de venir avec toi, mais je crois que en tout cas, quand on aime un peu la montagne, l'aventure, ça fait rêver, d'oser faire tout ça. Tu nous as un peu montré toutes tes différentes casquettes d'aventurier, d'accompagnateur d'entreprise. Je crois que tu es assez autodidacte aussi sur plein de sujets. Et j'ai adoré qu'on puisse être à la fois explorateur des grands espaces, explorateur de ses propres limites, explorateur des nouveaux modes d'organisation. C'était hyper riche. Donc vraiment, merci pour tout ça. C'est un grand plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur la partie professionnelle, vous allez mettre le lien sur Via l'Aventure et puis sur quelques vidéos. Et puis si je dois dire un dernier mot, c'est que l'aventure, c'est pas dans un domaine particulier, c'est pas dans un espace particulier. L'aventure, encore une fois, c'est le qu'est-ce que je peux oser juste au-delà de ce que sont mes limites actuelles, en restant suffisamment en confort. Et ça, c'est accessible à tous. Et c'est vraiment une clé pour le monde de demain, je crois. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Olivier. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.